Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. À quelques jours de la fin de la campagne pour les législatives du 2 juillet, la presse nationale évoque une phase dite décisive du scrutin. Sur le terrain, les candidats multiplient les déplacements et les meetings, recentrant leur discours sur les préoccupations quotidiennes des citoyens dans l'espoir de convaincre une adhésion populaire qui demeure fragile et difficile à mesurer. Mais cette intensification apparente contraste avec un climat de désengagement d'une partie de l'opinion publique. La campagne peine à susciter une véritable dynamique de mobilisation dans un contexte où l'abstention apparaît de plus en plus comme une forme d'expression politique silencieuse. Dans le même temps, l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, poursuit ses rappels techniques, notamment sur le vote par procuration, dont les demandes doivent être déposées avant le 28 juin 2026. Une communication perçue par certains comme relevant davantage de la gestion administrative du scrutin que de sa capacité à renforcer la participation électorale. Ce décalage alimente une lecture critique d'une campagne jugée répétitive, où le débat politique peine à renouveler les attentes. L'expression populaire La'b Hamida ou Racham Hamida revient ainsi pour illustrer un sentiment de scénario électoral qui se rejoue à chaque échéance. Dans ce climat de défiance, la question de la confiance dans le processus électoral reste centrale, alors que les équilibres politiques sont souvent perçus comme largement figés. Ce contexte est également marqué par des tensions persistantes autour des libertés publiques. Le cas du journaliste et défenseur des droits humains Hassan Bourras, détenu depuis avril à la prison d'El Beir, est en grève de la faim depuis plusieurs semaines et régulièrement cité comme un symbole des inquiétudes sur l'état des droits et de l'état de droit en Algérie. Entre mobilisation électorale limitée, désengagement d'une partie de la population et crispation sur les libertés, cette campagne s'inscrit dans un climat où la participation et la confiance restent profondément interrogées. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, campagne électorale contestée et droits humains en question. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des relations internationales aussi, est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci Gamal. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Nazim Taleb, membre du mouvement Rachad. Il est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Nazim. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à votre invité et à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci Nazim, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de vous donner la parole et rentrer dans le vif du sujet de ce soir, quelques titres comme d'habitude de la presse concernant le thème de ce soir. Et on va commencer avec ce titre de l'APS, législative du 2 juillet. La campagne électorale entre dans sa phase décisive. A titré donc l'APS, la presse nationale a évoqué mardi l'entrée de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet dans sa phase décisive, avec une intensification des activités de terrain des candidats qui focalisent leur discours sur les préoccupations des citoyens pour gagner leur confiance. Peut-on lire dans ce titre de l'APS. Un autre titre, Maghreb émergent, législative du 2 juillet. L'ANI rappelle les conditions du vote par procuration, à 10 jours des élections législatives du 2 juillet. L'autorité nationale indépendante des élections, ANI, poursuit sa campagne d'information à destination des électeurs. Dans un communiqué publié ce dimanche 22 juin, l'instance a rappelé les modalités d'établissement des procurations de vote, un dispositif permettant aux citoyens empêchés d'exercer malgré tous leurs droits de vote. Voilà. Donc, à notre titre, le matin d'Algérie, la mise en scène électorale, a titré le matin d'Algérie. Dans l'Algérie post-Hirak, le vote est un carnaval et l'abstention n'est plus un simple symptôme. Elle est devenue un verdict silencieux, massif et obstiné d'une population qui assiste au spectacle
millimétrée organisée par le régime. Donc, le matin d'Algérie. L'organisation Chou'a, une organisation pour les droits de l'homme, renvoie du dossier du journaliste Hassan Bourras devant la cour criminelle d'El Bayad. Et on termine avec ce titre de riposte internationale, étant une organisation aussi qui défend les droits de l'homme. Hassan Bourras devant la justice criminelle. L'inquiétude continue de grandir autour d'un dossier opaque. La chambre d'accusation de la cour d'El Bayad a décidé de renvoyer le dossier du journaliste et défenseur des droits humains Hassan Bourras devant le tribunal criminel de première instance. Une nouvelle étape judiciaire lourde de conséquences alors que la date du procès n'a pas encore été fixée. Voilà, donc ça c'était le site de Riposte International, cette organisation donc, qui défend les libertés et les droits de l'homme. Voilà. Et bien sûr, on va revenir sur les déclarations de responsables politiques dans cette campagne électorale et beaucoup de questions concernant l'engouement populaire. On va vous faire montrer ce petit clip donc tout de suite. On reviendra à nos invités. الآن بقاو 6 أيام في الحملة الانتخابية. إن شاء الله أنهم يزيدوا يمروا بنفس الزخم وبنفس النشاط. سجلنا أيضا في الحملة الانتخابية أن هناك يعني تفاعل متزايد للمواطنين والمناضلين مع الحملة الانتخابية، وأن هناك حماس متزايد في التجمعات الشعبية، وهو ما يبشر بخير انه ان شاء الله بداو المواطنين يدخلوا في جو الانتخابات، بداو يتفاعلوا مع برامج. Voilà, donc ça c'était Mounder Bouden, le premier responsable, donc secrétaire général du parti RND, qui dit qu'on est en train d'observer un engouement populaire. Par rapport à cette campagne électorale, bien sûr, beaucoup de questions ont été posées par rapport bien sûr, à cet engouement populaire, mais qu'il y a une vraie rupture. On est en train de l'observer, que le peuple est dans une rive et le pouvoir est dans une autre rive, on va dire. On va revenir bien sûr avec nos invités sur cette question. Pourquoi donc cette rupture et pourquoi il n'y a pas d'engouement populaire par rapport à ces élections? Je vais commencer avec vous, Gamal Abina. D'abord, on a entendu ce responsable du RND qui a dit qu'on commence à sentir l'engouement du peuple vis-à-vis de cette élection législative prévue le 2 juillet prochain. On est à quelques jours de la fin de la campagne électorale. On sent que le peuple n'est pas intéressé par cette campagne électorale, mais aussi on est dans un contexte où il y a la Coupe du Monde. On se posait aussi la question pourquoi organiser ces élections avec un événement aussi important, footballistiquement bien sûr, au niveau du sport. Qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne électorale, mais aussi de cette élection législative? Ce qui se passe en Algérie, parce que je ne suis pas sur place. La campagne en France, je vois qu'elle a du mal à décoller, non pas parce qu'il n'y a pas de volonté. Les candidats que je connais, j'en connais quelques-uns, du Nord comme du Sud d'ailleurs, n'ont pas les moyens, parce qu'en France, il n'y a pas de disposition pour ça, de pouvoir faire campagne normalement. Affichage, salle de réunion, des moyens financiers. Donc c'est compliqué de faire campagne à l'extérieur, mais c'est un peu la même chose quand les Français de l'étranger font campagne. C'est difficile, ça passe surtout par les réseaux sociaux, et c'est l'audience la plus importante, et la résonance vient par les réseaux. En Algérie, évidemment, alors la question du calendrier électoral, non, ça, on ne va pas déplacer un calendrier parce qu'à la Coupe du Monde, ça n'a pas de sens. Je veux dire, la Coupe du Monde, c'est des matchs en pleine nuit, la campagne, c'est dans la journée, donc je crois que ça n'a absolument aucune incidence, si ce n'est peut-être un engouement des Algériens pour le foot, mais bon. Et puis on a gagné, d'ailleurs, je suis très content que la victoire à côté de ça, face à la Jordanie. Ah ouais, j'avais nié l'existence de la Jordanie, désolé. Ils ont tellement trahi. Et donc, plus sérieusement, oui, en vérité, c'est une campagne qui est difficile à mener. Pourquoi? En France, parce qu'il n'y a pas les moyens. En Algérie, parce que mobiliser, en règle générale, je précise quand même, la jeunesse dans les élections, c'est très difficile. C'est une problématique mondiale. Les jeunes se désintéressent souvent des questions électorales parce qu'ils sont ailleurs, parce qu'ils ont d'autres ambitions, parce que la politique ne leur parle pas.
Et ce qui est difficile, c'est parler à la jeunesse et leur demander d'y aller. Donc c'est vrai que dans un pays très jeune comme l'Algérie, vous avez encore moins de mobilisation possible. La problématique, on la retrouve en France avec les jeunes Français. Je ne parle pas des Maghrébins, je parle des Français de souche qui ne votent pas quasiment. Donc mobiliser sur des questions comme celle-ci, législative, qui n'est pas forcément l'élection la plus courue, parce que ce n'est pas la présidentielle, c'est une élection de second ordre, c'est compliqué. Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un engouement qui se met en place, il y a quand même un retour pour beaucoup d'Algériens à l'idée du pays, à l'idée de la nation, à l'idée de faire corps. Je pense que c'est des réalités qui évoluent au fur et à mesure, on le voit depuis le premier et le second mandat. Je pense qu'il y a un espoir qui renaît en Algérie, on espère qu'on va aboutir. Et je pense que ces mobilisations, bien qu'elles ne soient pas de masse, évidemment, mais je ne peux pas mesurer l'Algérie, je précise, j'y suis pas, donc je ne vais pas en parler, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné. Il n'en demeure pas moins que pendant la campagne, on peut espérer une plus forte mobilisation de la jeunesse, parce qu'on sait qu'en Algérie, traditionnellement, les anciens votent beaucoup, les jeunes pas du tout. Très bien. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse de notre ami Gamal Abina? Lui, il dit qu'il y a un engouement populaire par rapport à ces élections. Est-ce qu'il y a vraiment un engouement populaire? D'abord, on va écouter le responsable du RND, Mounder Bouden, dans une autre déclaration, avant de vous donner la parole, Nazim, très rapidement, mais aussi le responsable du MSP de Hams, lui aussi a parlé des élections. On l'écoute. شمس الدين بريك مدعو ديدين في ليون شارك معنا في الانتخابات. للاسف حتى هو كان الصوت تاعو عالي بزاف في الحراك، ما قدروش ممكن ينساوها له، مانيش فاهم انا. المهم تنحى ما كملش، كي رجع للخدمه تاعو خلاص ما كملش، رجع للخدمه تاعو قال لي السياسه حلوه معكم، قال لي الخدمه هي صامتت لي مسكين، واش راح يربح ليه، واش من نفوذ عنده لهيه، واش من امتيازات تقدر تكون عنده لهيه، مسكين غير يخسر في الوقت ويضحي ويستقطب في الناس. قال لي السياسه حلوه معكم. Voilà, Mounder Bouden qui parle bien sûr d'un candidat qui a été donc rejeté sa candidature, et bien sûr on en a parlé, puisqu'il y a des centaines et des centaines de candidatures qui ont été rejetées par l'ANI. Dans une autre déclaration aussi, Hassani, le responsable du MSP, Hams. هذه ايامات الاهتمام بالانتخابات التشريعيه، وكانها ما كانش انتخابات، لا اهتمام اعلامي ولا اهتمام سياسي ولا والو، قضايا بسيطه تفوق الانتخابات. كاين بعض المتابعين وبعض الاعلاميين راهم قاعدين يوميا يشوهوا في الصوره تاع الاحزاب، وشوهوا في الصوره تاع الانتخابات، وشوهوا في الصوره. احنا هادو ولاد الجزائر، والمترشحين ولاد الجزائر، واللي في الاداره ولاد الجزائر، والدستور تاعنا كفل أن المواطنين سواسية أمام القانون، وأن المواطنين سواسية أمام الدستور، وأن المواطنين عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، ما كانش تمييز بين المواطنين. يا إخواني، باش نستعيد الثقة، احنا تكلمنا على الفرصة تحتاج إلى ثقة. كي تكون كاين عندنا ثقة في فوسنا نقدروا نستغلوا كل الفرص اللي راهي أمامنا. Voilà, Hassani, donc le responsable du MSP. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, dans mon intro, j'ai parlé de cette expression populaire, Rachem Lab Hamida ou Rachem Hamida. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un engouement populaire dans cette campagne électorale? Bon, premièrement, il faut se poser la question suivante. En Algérie, depuis l'indépendance, on a connu 12 élections législatives, 11 élections présidentielles et 10 élections locales. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans le quotidien des Algériens? Le quotidien des Algériens, va de mal en pis. Donc les élections en Algérie ne changent strictement à rien du tout. Le RND, dont Bouden en est le secrétaire général, est un exemple parfait du parti créé de toutes pièces, créé en février 1997, et qui remporte 156 sièges lors des élections législatives de juin 1997. C'est-à-dire en 3 mois, il a raflé 156 sièges. Du jamais vu pour un parti aussi jeune. Le MSP, on connaît les positions du MSP. C'est des partis courtisans qui n'ont aucun poids, qui n'ont aucun programme, si ce n'est de plébisciter
de faire l'éloge du régime en place. En réalité, le parti politique unique en Algérie, c'est l'appareil sécuritaire ou militaro-sécuritaire, si on veut être précis. En Algérie, tant que vous avez l'accord des militaires, c'est bon. Dès que ça dévie un petit peu, ben vous avez un arrêt du processus ou un coup d'État, plus exactement en 92. Donc en Algérie, il n'y a pas de vie politique, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de confrontation des idées. Tout le monde est d'accord sur pratiquement tout et tout le monde plébiscite le régime et au nom du régime, comment il s'appelle, celui qui a dit je vais laisser la place aux Algériens pour aller me soigner à l'étranger, il disait il faut absolument, je mettrai l'Algérie avant la liberté. Donc c'est des gens qui sont, c'est des clowns. Ben Grina, voilà, c'est des clowns. Et les Algériens, depuis ils vont de désillusion en désillusion, donc ils ne croient plus aux élections. Et ils savent très bien que ça changera rien du tout. Et je dirais la fissure ou la cassure a eu lieu pendant le Hirak, c'est-à-dire qu'on a un effondrement du taux de participation. C'est-à-dire avant le Hirak, on arrivait quand même à mobiliser plus ou moins, maintenant on mobilise plus du tout. C'est-à-dire que même les élections présidentielles, qui mobilisaient plus ou moins, aujourd'hui, on est tombé à peu près, officiel, hein, c'est-à-dire vous pouvez facilement diviser par 2 ou par 3 à 23%. Et bien sûr, vous avez des scores à la Lénine ou à la Staline plutôt, où le président il est élu à 94% avant qu'on révise son taux de réussite à 86%, etc. Donc, encore une fois, la mobilisation il n'y est pas du tout. Les Algériens vivent un enfer en Algérie. Moi, ça me fait sourire quand Monsieur Abina nous dit il y a des gens qui reviennent. Sincèrement, moi, les échos que j'ai des amis, de la famille, c'est des villes super sales. C'est des Algériens, des Algériennes qui vivent sous pression permanente, une cherté de la vie qui est tout simplement qui fait que l'alimentation de base devient hors de prix. Alors, M. Bouden peut se targuer de dire oui, 50 euros, ça vaut 3000 dinars. J'invite M. Bouden à faire quelques courses en Espagne ou en Portugal ou même dans le sud de la France pour voir que 50 euros, ça lui rapporte 1 kilo de viande plus quelques légumes, quelques fruits. En Algérie, c'est 3000 dinars, ça vous donne juste 1 kilo de viande. Donc ça n'a, en fait, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est clownesque, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et d'ailleurs, quand Bouden il me dit oui, la politique ma'akoum, c'est normal parce que c'est des, comme on dit les Algériens, ils disent c'est des cachiristes. C'est des gens qui, le politique, ça leur donne des privilèges, c'est tout. Ça leur donne une maison, le club des pins, ça leur donne un chauffeur, ça leur donne des passe-droits, ils peuvent placer leurs enfants, leurs femmes, leurs cousins, etc. Bien sûr qu'elle est bonne, la politique en Algérie. Donc, encore une fois. Et pourquoi, Nazim, pourquoi ce désintérêt du peuple algérien vis-à-vis de ces élections, mais vis-à-vis aussi de tout ce qui est politique? Pourquoi ce désintérêt du peuple algérien? Non, je ne crois pas que les Algériens ont un désintérêt de la politique. Je crois que les Algériens, au contraire, parce qu'ils ont un sens ou une compréhension du politique en algérien, qu'ils sont complètement averses à ces élections. C'est parce qu'ils comprennent que ces élections ne vont rien changer, comme je l'ai cité tout à l'heure. Parce que si les Algériens savaient que ça allait changer, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'engouement. Ils savent très bien que ça va strictement rien changer à leur vie. Ils savent que le Parlement, le Sénat, c'est des boîtes d'enregistrement, c'est vous levez la main et vous votez ce qu'on vous présente comme projet de loi ou des décrets. Encore, les décrets, ça passe même pas par eux. Ils n'ont aucun poids, les politiques en Algérie. On les dégomme comme on veut, on les désigne comme on veut, et vous avez tout simplement cité tout à l'heure l'exclusion de plusieurs candidats, notamment au parti RCD. Parce que finalement, on fait de la sélection avant les élections. Avant, c'était plus ou moins pendant ou après les élections. Maintenant, avant de se porter candidat ou pour être dans la liste des candidats, vous êtes déjà exclu.
Et on a exclu même des gens qui étaient qui présentaient ou qui donnaient des louanges à ce régime. Et même avec ça, ils ont été exclus. Donc vous avez même invité un invité récurrent dans votre chaîne qui a été exclu. Et pourtant, bon, ça n'a pas suffi apparemment. Donc encore une fois, les Algériens sont très très conscients de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils sont très conscients que les élections, quelles qu'elles soient, locales, législatives, encore une fois, je vous ai cité le nombre d'élections que l'Algérie a connues depuis l'indépendance, ils savent très bien que ça ne va rien changer, mais malheureusement, à un moment donné, il va bien y avoir une volonté je dirais, de s'exprimer, d'extérioriser tout ce mal-être que les Algériens vivent. Et c'est sûr que c'est le fait de verrouiller le champ médiatique, le champ politique, tous les champs possibles et inimaginables, ben ça va malheureusement à un moment donné mener à l'explosion, ce qu'on redoute. On redoute vraiment ça. Mais malheureusement, on a un régime qui est complètement têtu, obtus et sourd à la souffrance du peuple algérien. Très bien. Restez avec nous, Nazim. Gamal Abina, sur cette analyse de Nazim Taleb, bien sûr, on va revenir sur cette question des perspectives, parce que le véritable danger ne réside pas dans l'abstention elle-même. Il réside aussi dans l'indifférence lorsqu'un peuple cesse d'espérer que le politique puisse améliorer son quotidien, lorsqu'il ne croit plus à l'utilité du vote, lorsqu'il considère les campagnes électorales comme de simples mises en scène. C'est la légitimité même des institutions qui s'effrite. Et là, bien sûr, on parle de danger, puisqu'il y a cette fissure ou cette rupture entre les gouvernés et les gouvernants, ou les gouvernants et les gouvernés. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Excusez-moi, j'ai juste une coupure, donc vous pouvez me poser la question parce que je n'ai pas entendu. Ah, je dis que l'analyse de notre ami Nazim Taleb a été aussi portée par plusieurs observateurs. Le véritable danger ne réside plus dans l'abstention elle-même, il réside dans l'indifférence. Lorsque le peuple cesse d'espérer que la politique puisse améliorer son quotidien, lorsqu'il ne croit plus donc à l'utilité du vote et lorsqu'il considère les campagnes électorales comme de simples mise en scène, c'est la légitimité même des institutions qui s'effrite. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais on peut parler de choses qui sont paradoxales dans ce que j'ai entendu. J'entends beaucoup de choses de la part de M. Taleb, donc on va répondre point par point si vous ne voyez pas l'inconvénient. Premier élément, il dit que des candidats sont retirés, même les candidats qui seraient les plus obséquieux, en l'occurrence, si j'ai bien compris, ont été écartés avant même les élections. Donc j'essaie de comprendre. Si les élections n'ont pas d'importance, s'il n'y a pas d'impact, si on est dans une chambre d'enregistrement, pourquoi écarter les candidats au préalable? Ça n'a pas de sens. L'ANI a fait son travail et a motivé à chaque fois, pour chaque candidat, les raisons pour lesquelles elle a été écartée. Je connais un candidat personnellement qui a été écarté pour une raison qui était un peu légère à mon sens, quoique, mais une raison qui était réelle, c'est pas une invention. Alors ils n'ont pas pris de risque là-dessus. Ça prouve que la chambre d'enregistrement a peut-être plus d'impact que ce qu'on prétend. Donc le fait d'écarter les candidats par anticipation ne justifie pas que ça n'est pas un système démocratique, c'est pas vrai. On a ça en France aussi. Vous avez même 500 signatures pour être sûr qu'il n'y a aucun candidat du peuple qui passe. Donc c'est des réalités. Second aspect. Le mouvement Hirak est un mouvement extraordinaire qui a bousculé les cocotiers. Je rappelle que ça n'a jamais existé dans le monde et que ce mouvement a conduit à ce que des gens, des hommes d'affaires, des politiques et des voleurs en général, des affairistes, soient jugés, condamnés et mis en prison, jusqu'à des ministres et une collection de ministres qui ont été enfermés pour des peines très lourdes pour la plupart d'entre eux. Donc tout ça, ça témoigne de quelque chose de nouveau, une dynamique nouvelle dans une démocratie naissante et forte en l'occurrence. Et je pense que l'espoir d'un pays qui est jeune, il faut le rappeler tout de même, dans un mouvement aussi fort, démocratique, qui a conduit à ce que des voleurs qualifiés aient été mis en prison et que de l'argent soit récupéré, parce que les enquêtes sont faites actuellement, c'est positif. Après, j'entends que le MSP, par exemple, un mouvement des frères musulmans algériens, pour être très précis, serait un mouvement, pareil, de courtisans. Je trouve ça très insultant pour eux. Enfin, j'ai compris qu'il y avait une concurrence, apparemment, qu'il y a eu 11 présidentielles. Je rappelle qu'en Afrique du Nord, il n'y en a pas beaucoup qui présentent des élections présidentielles. Il n'y en a quasiment aucun. C'est le seul pays qui peut aligner avec peut-être la Tunisie des élections directes présidentielles, dont toutes les élections antérieures étaient truquées en Tunisie, il faut le rappeler. 12 législatives. On convoque des élections dans quel but? Peut-être d'exprimer une volonté populaire, peut-être d'exprimer une forme de démocratie directe. On n'est pas dans une dictature royale. Eh bien, tout ça, ça dit des choses. Après, on me dit
qu'un parti créé en 3 mois se retrouve à rafler des sièges. Bah, je sais pas, on a déjà vu ça en France. Hein. Macron, il crée un parti de toutes pièces, il est inexistant, on ne sait même pas lui-même qui il est, on ne sait pas d'où il sort. Il crée un parti En Marche et il rafle toute la mise dès la première élection. Il rafle le Parlement, il rafle la présidentielle, bon, c'est pas mal. Donc la fabrication d'un parti, même s'il n'a pas une longue durée dans le temps, peut-être qu'à un moment donné précis, ça peut répondre à un besoin. Et puis je rappelle qu'on parle beaucoup de démocratie, il y a quand même pas mal de partis qui participent depuis très longtemps au système démocratique algérien et qui ont des visées différentes. Hein. On a le FFS, on a le RND, on a le RCD, on a le MSP, on a le FLN, on a tout un tas de partis indépendants qui se présentent, j'en connais un qui se présente, donc un copain qui se présente en France. Donc on a tout un tas de structures comme ça, politiques, qui existent, parce que l'Algérie, même si les jeunes votent peu, ils sont politiques, c'est vrai, ça je ne nie pas. Et on les traite de clowns. Bah non, je ne traite pas les gens de clowns, il faut être un peu sérieux. Moi, j'ai plus de mal avec des gens qui ne participent pas à la vie politique plutôt que cela. Et puis j'entends dire, donc en Algérie, si on cire bien les pompes, on monte. Mais c'est pas vrai, ça. Ça, je confirme, c'est pas du tout vrai. Moi, je ferai jamais échapper les pompes. Moi, je suis pas politique, je ne veux pas faire politique. Je m'inscris dans un débat critique et une volonté, effectivement, que le pays décolle économiquement. Mon intérêt, celui de beaucoup d'Algériens, c'est d'inciter la diaspora à revenir. Donc ça a été moqué. On a reçu Marc Moko hier à la radio, par exemple, qui est un Français marié avec une Algérienne et qui incite les Algériens à revenir, et ça fonctionne. Alors, c'est sûr, quand on ne va pas en Algérie du tout, on ne peut pas se mesurer l'impact. Le problème, c'est que moi, j'y vais. Et quand j'y vais, les gens me reconnaissent dans la rue immanquablement, parce que j'ai une grosse présence médiatique. Ils me remercient pour les propos que je tiens, considèrent que je défends bien le pays, mais pas seulement. Ils reviennent de France. Ils se réinstallent. Il faut une migration inverse. Donc moi, je ne peux pas entendre que ça fait peut-être rigoler, mais je suis désolé, entre un Nazim Taleb qui ne peut pas manifestement revenir en Algérie pour des raisons politiques, et moi qui y vais, qui entend cela, que ce soit dans l'aéroport, dans la rue, dans le métro. Mais Gamal Bina, Gamal, je vous ai coupé la parole, je vais vous la rendre. Très rapidement, parce que vous êtes aussi, aussi de nationalité française, donc binationale. Est-ce que peut-être les gens qui ont donc cette double culture, mais aussi cette double nationalité, quand ils vont en Algérie, peut-être, ils savent très bien qu'ils peuvent revenir en France. Est-ce que la question ne se pose pas par rapport aux Algériens qui vivent là-bas? Pourquoi ces jeunes, par exemple, ces jeunes qui sont diplômés, ces jeunes qui veulent partir, même des hommes d'affaires qui veulent partir de l'Algérie? Pourquoi? Il y a même eu, j'ai lu dans Maghreb émergent un article, on parlait donc en Espagne qu'il y avait presque 15 000 personnes de Haraga en 2025 qui ont quitté Alger ou les ports d'Algérie pour aller en Espagne. C'est une réalité aussi, Gamal Abina, c'est une réalité aussi, ça. Vous savez, vous êtes journaliste comme moi, je pense, vous savez qu'une véritable information sérieuse, ce n'est pas une source douteuse comme Maghreb émergent, c'est 3 sources différentes. Il faut 3 sources pour confirmer un chiffre. Ce chiffre ne veut rien dire, il n'a aucun sens, il ne repose sur rien. Dans les faits, il y a toujours dans chaque pays du Sud, pas l'Algérie, dans le Sud en général global, il y a toujours des gens qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'en Occident c'est le paradis, qui pourront se refaire une santé. C'est une erreur malheureusement, mais ils ne le savent pas. Vous me dites que j'ai une binationalité. Alors je réponds immédiatement parce qu'en règle générale, quand je passe chez vous, les commentaires sont parfois plutôt favorables, parfois très agressifs, et on me répond toujours la même stupidité. Je dis bien stupidité, c'est le commentaire, je précise. Je n'insulte pas les gens, mais les termes du débat, et j'en reparlerai dans une minute, ont du sens. Il dit oui, pourquoi tu ne rends pas ta nationalité? Mais c'est débile de dire un truc pareil. D'abord parce que j'ai aucune raison de le faire. C'est un droit acquis et qui nous a coûté très cher de l'acquérir, ce droit, parce qu'on paye nos impôts tout le temps ici, je le rappelle. Et surtout parce que le fait d'avoir une binationalité autorise une migration plus rapide à travers le monde, donc la possibilité de pouvoir investir plus facilement dans notre pays, parce qu'on est des passerelles, c'est ça l'intérêt. C'est pas le fait de voyager pour voyager. Et ensuite, donc ce reproche imbécile n'a aucun sens, et je répète, c'est imbécile de dire ça. Ensuite, j'ai eu la dernière fois l'occasion d'avoir un débat, j'en parle rapidement, parce que j'ai été insulté à la suite du débat, très rapidement, et on a dit de moi, et ça c'est intolérable, je l'accepte pas, il a bien fait son travail en gros d'esclave, et il est payé pour ça. Donc je répète simplement, je ne fais pas de politique en Algérie, moi je suis un nationaliste qui veut que son pays se développe. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne suis payé par personne pour faire quoi que ce soit. Pendant 15 ans, j'ai travaillé avec la télévision algérienne sans jamais être payé. Ouais, très clair. Pendant 15 ans, je donne mon temps. Les radios, je donne mon temps. Je le fais gratuitement parce que je le fais pour mon pays. Parce que ce qui est plus important à mon sens, c'est la nation. Le reste n'importe peu. Maintenant, s'il y a un président qui, grâce à mes yeux,
je n'étais pas trop fan de Bouteflika, mais celui-ci me paraît sérieux parce qu'il veut faire des choses et qu'il nous a parlé à nous, la diaspora. Là, ça fait écho en moi et je vois qu'il y a une bonhomie, une sympathique, les gens l'apprécient. J'ai posé la question dans la rue. Donc, évidemment que tout n'est pas rose. Il n'y a aucun pays où tout est rose. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Angleterre où c'est la catastrophe économique. Donc, évidemment que tout n'est pas rose. Mais ce qui est intéressant, c'est l'intention et la volonté. Et aujourd'hui, on doit impulser cette volonté. Quand je dis qu'il y a des gens qui reviennent investir en Algérie, c'est une réalité. J'y vais. Quand on me dit j'ai reçu des échos, tout est sale, je suis désolé, ça a changé. Il y a effectivement les problèmes de recyclage, de collecte de déchets qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Mais je suis désolé, ce n'est pas l'Algérie que vous avez connue il y a 10 ans. Donc soyons un petit peu sérieux. Moi, j'ai noté avec fierté que la production nationale algérienne maintenant est achetée en Algérie avec fierté. Les gens consomment algérien, commencent à croire aux produits algériens et 95% de ce qui est produit en Algérie est une production nationale, ce qui est une belle réussite. Eh bien ça, c'est un élément qui me donne envie de croire que l'avenir sera meilleur. L'économie, c'est lent à démarrer, mais quand ça démarrera vraiment, tout le monde en profitera. Et ce n'est pas le principe du ruissellement, parce que c'est un État social, l'Algérie. N'oublions jamais que l'Algérie redistribue énormément ce que le reste de l'Afrique ne fait pas. Donc, il faut arrêter un peu les critiques en permanence, soyons un peu optimistes, considérons qu'on a une chance de voir un pays décoller verticalement, qu'il faut du temps, effectivement, et arrêtons toujours. Moi, j'incite tous les Algériens à revenir investir en Algérie. Voilà, c'est clair, mon message est clair. Je suis un nationaliste qui veut que tout le monde fasse comme je le fais. Et si tout le monde fait comme ça, on arrivera vraiment à avoir une participation citoyenne puissante, et surtout, je le rappelle une dernière fois, arrêtez d'attendre tout de l'État. Ce n'est pas l'État qui doit régler les problèmes locaux, c'est le local qui doit les régler, c'est le citoyen, c'est l'investisseur, c'est ceux-là qui doivent faire le travail. Très bien. Restez avec nous, Gamal Binan. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, l'avenir sera meilleur, nous dit notre ami donc, Gamal Bina. Il faut arrêter d'être pessimiste, il faut être optimiste de la situation que traverse notre pays. L'Algérie a changé. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Il y a une partie du peuple aussi qui croit à cette Algérie, Nazim Taleb. Pardon. Je crois que Nasser, il faut être sérieux. Donc, quand on réclame 3 sources différentes pour dire qu'il y a des Algériens qui s'installent en Espagne, eh ben, on a la même rigueur pour confirmer qu'il y a des gens qui s'installent par milliers en Algérie. En l'occurrence, M. Abina dit qu'il y a des gens qui s'installent en Algérie. C'est une situation, c'est une expérience personnelle. Alors là, par contre, on n'a plus besoin de 3 sources différentes. Il faut se fier à M. Abina. Vous savez, les personnes qui défendaient le régime Bouteflika, ils étaient encore plus hargneux que M. Abina pour dire non, Bouteflika va changer les choses, vous allez voir, ça va s'améliorer, etc. Donc les personnes de bonne foi ou de mauvaise foi d'ailleurs, peu importe, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ces promesses que Bouteflika a données, et je dirais que Bouteflika avait encore plus de popularité que Tebboune, qu'on le veuille ou non, hein, même avec toutes les critiques qu'on a pour Bouteflika. Feu Bouteflika, il en demeure pas moins qu'il était beau parleur et beaucoup plus populaire que M. Tebboune. La réalité, elle est ce qu'elle est. Donc on peut faire, oui, l'Algérie attire des investisseurs, et c'est aux citoyens de faire des efforts. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est aux investisseurs de faire le travail. Un investisseur, il a en face une banque du Moyen-Âge. Il a une administration complètement défaillante. Il a une corruption, les passe-droits. Là où il va, c'est compliqué en Algérie. Donc ça, c'est une réalité. Donc, et monsieur dit, il n'y a pas de saleté. Moi, c'est pas il y a 10 ans que je parle avec des amis en Algérie. Je ne sais pas, monsieur Abina, peut-être qu'il va dans les beaux quartiers. Mais je l'invite dernièrement. J'ai un ami, il m'a appelé de Plateau à Oran. D'autres à Tlemcen, il n'a qu'à voir autour juste le chemin de fer. C'est un dépotoir de poubelles. Un dépotoir. Il m'a envoyé une vidéo, c'est un dépotoir de poubelles. Sur les rails, hein. Vous avez des ronds-points qui sont utilisés comme des points de collecte de poubelles le soir. À Oran, Alger, partout en Algérie. C'est connu. C'est pas il y a 10 ans. C'est Nasser. C'est pas il y a 10 ans. Et si vous ne me croyez pas, allez dans les vidéos, regardez les vidéos qui sont publiées. Et maintenant, même quand on publie ce genre de vidéos, on risque d'aller en prison. Vous imaginez? C'est-à-dire avant, les gens publiaient quand même sur l'état de l'hôpital, sur l'état des administrations. Les gens ont tellement peur de publier. Mais il y a des gens quand même
qui ont le courage de le faire et aller dans les rues. On est dans les rues d'Alger, de Oran, de Annaba, de Qsentina, Al-Ghawat, Al-Wargla, Tlemcen. Tout ça, c'est des villes sales, très très sales. Et encore une fois, c'est pas il y a 10 ans, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie d'aujourd'hui, peut-être qu'elle est pire qu'il y a 10 ans. C'est pire. Parce que c'est une lassitude, une pression énorme qui est exercée sur l'Algérien, non seulement par la cherté de la vie, par la peur, la drogue, le Hada Saroukh. Aujourd'hui, c'est des fléaux la criminalité. Bah, regardez ce qui s'est passé, je crois que c'était à Tiert ou Tbessa. Une femme, bah, on lui a arraché le téléphone, elle est morte parce que le mec, il avait un sabre. Et on ose se comparer aux États-Unis, regardez. C'est hallucinant. En ce cas, l'Algérie se compare aux États-Unis. C'est sûr que les États-Unis ont des problèmes, mais on ne compare pas l'Algérie aux États-Unis. Regardez juste l'Angleterre. En Angleterre, le Premier ministre Keir Starmer, il a désigné quelqu'un qui a été déconseillé par les services de sécurité de son pays, qui a été nommé ambassadeur en Angleterre, aux États-Unis. Il a dû démissionner. Est-ce que vous avez aujourd'hui, chef d'état-major de Shengriha, combien de personnes il a désigné, ou même Tebboune, combien de personnes ils ont désigné et ils ont dégommé, ils ont mis en prison? Est-ce qu'il y a un parlementaire qui leur a dit pourquoi cette désignation, pourquoi vous les avez mis en prison? Est-ce qu'il y a un parlementaire qui ose poser cette question et convoquer en séance plénière ou la comité de défense, la commission de défense du Parlement, convoquer Shengriha pour lui expliquer comment ça se fait qu'on a autant de généraux en prison, comment ça se fait que nos directeurs des services de renseignement étrangers intérieurs changent chaque année? Est-ce qu'il y a un parlementaire ou un parti qui va le faire? Bien sûr que non. Parce que, encore une fois, le plus grand parti politique en Algérie qui décide, c'est le parti militaro-sécuritaire. Qu'on le veuille ou non. Maintenant qu'il y a des sources par recoupement de trois ou que c'est des expériences personnelles, l'Algérie, c'est une faillite à ciel ouvert. Point à la ligne. Heureusement qu'on a le pétrole ou le gaz, mais le reste, c'est que du pipeau, que des déclarations à la télé qui sont complètement irresponsables. Et on voit aujourd'hui l'économie algérienne. L'économie algérienne s'est contractée. Alors que pendant une année, regardez l'Algérie, elle a diversifié son économie, elle a ceci, elle a cela. Mais quand on voit les chiffres réels, les exportations algériennes en 2025, à ce jour, ils n'ont même pas été publiés d'ailleurs, les chiffres de l'économie algérienne en 2025. Ils vont peut-être être sous la barre de 45 milliards de dollars. Je rappelle juste que la Hollande, elle exporte pour 900 milliards. C'est-à-dire que l'Algérie ne peut même pas être comparée à la Hollande, ne serait-ce qu'être comparée aux États-Unis. Il faut être sérieux, sincèrement, et arrêter de prendre les gens pour vraiment des imbéciles. C'est parce que, franchement, il faut être vraiment sérieux sur ce genre de choses et arrêtons des comparaisons, et même les comparaisons n'ont pas raison. Donc, arrêtons de se comparer à ceux avec lesquels on n'est même pas comparable. On est peut-être comparable à certains pays africains, à certains pays du Moyen-Orient, peut-être en Asie mineure, mais il faut arrêter de se comparer à des pays beaucoup plus importants que nous. Très bien, reste avec nous, Nazim Taleb. Gamal Abina, il faut être raisonnable quand on parle de la situation en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Mais aussi ce récit, qui est seulement d'un côté, où la critique, bien sûr, n'est pas permise, où la contre, si on va dire, les voix opposantes ne sont pas permises aussi. Cette situation politique, beaucoup la décrivent comme une situation qui est figée, le champ politique donc est fermé, le champ médiatique aussi. Et ça a été rappelé aussi par des personnalités politiques, même des chefs de parti, qui sont candidats à cette élection. Est-ce que vous pensez aussi que cette situation ne peut pas aider aussi notre pays à avancer, comme vous êtes en train de le dire, Gamal Abina? On va commencer par une première chose. L'Algérie est un des pays les plus ouverts en matière démocratique par rapport à tout le reste du monde arabe, 22 pays qui sont quasiment 22 dictatures. Mais on ne comprend pas ce que je dis. Monsieur Taleb, qui a un nom de professeur apparemment, enseignant,
semble vouloir prendre un ton un peu condescendant pour se la raconter en faisant croire qu'il a mieux compris que moi. Donc je vais vous répondre clairement. La comparaison que j'ai faite tout à l'heure, vous avez peut-être des problèmes d'audition. Hein. Je parlais de comparaison de système politique, pas économique. Donc on confond le politique et l'économique, c'est dommage pour vous. On peut comparer des systèmes politiques, il n'y a aucun problème. En matière économique, les chiffres ne sont pas publiés, mais il y a une réalité des douanes internationales. Donc il ne faut pas faire le pipeau de l'Algérie ment sur les chiffres, qui annonce que l'Algérie est la troisième puissance, était jusqu'à l'année dernière la troisième puissance africaine. On compare l'Algérie et l'Afrique, oui, c'est intéressant. Là, ça devient intéressant. La diversification, je l'ai observé, vous n'y allez pas en Algérie. Vous ne pouvez pas en parler, vous ne savez même pas ce qui se passe dans les centres commerciaux. Moi, j'étais dans les centres commerciaux. Vous allez vous faire des attaques personnelles, on va aller jusqu'au bout. Donc moi, quand je vais en Algérie, je prends le train, le vieux train qui va vers Oran, le train métallique avec les trucs ondulés là. Je connais la population à la base parce que j'en suis issu et que j'aime bien connaître ce qui se passe à la base. Je prends les taxis collectifs, je prends les cars pour aller à Gigel. Quand je suis à Bab el Oued, je vais en haut à Bab el Oued. Si tout le bas est magnifique, ils l'ont refait entièrement. Oui, c'est vrai que ça avance l'Algérie. L'herbe repousse. Mais ça a été refait. Vous voulez comparer? Comparons. Vous parliez tout à l'heure d'un type qui a tué quelqu'un, je ne sais pas dans quelle ville, avec un coup de sabre. Mais la criminalité est mondiale. Dans le monde entier, on a des affaires criminelles. Et on va comparer avec les États-Unis, 30 000 morts par balle par an. Alors, vous voulez comparer la barbarie? Je crois qu'on est très, très loin. Très, très loin, et Dieu merci. Ensuite, vous parliez des intérêts. Alors, le commerce international, enfin, la production nationale de richesse. Vous, c'est toujours tout est noir. Hein, on connaît la musique. Et le président n'est pas populaire. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'y allez pas. Moi, j'ai posé la question. Je suis au milieu du peuple. Je pose la question, on aime bien le président de l'Algérie. Il le trouve débonnaire, sympathique. Il a à cœur le développement économique. Il parle que de ça depuis 2017, je le rappelle. Et manifestement, ça commence à porter ses fruits. Il y a un chemin de fer qui a été construit pour relier le sud vers le nord. Et ce chemin de fer profite aux villes, mais pas seulement. Exporte le fer qui avait été transformé sur place. Extraction, transformation, exportation. C'est le principe de l'Algérie aujourd'hui. Mais vous ne le savez pas, parce que ça ne vous intéresse pas. Vous me parlez d'échos de villes qui sont sales. C'est dommage pour vous. J'étais à Alger dans les quartiers populaires. J'étais à Oran. J'ai parlé de mettre en place le système de collecte et de recyclage. Aujourd'hui, la question, c'est de valoriser les déchets. C'est pas de les capter. Il y a des coins, effectivement, il y a des poubelles à ciel ouvert, ça arrive. Hein. On appelle ça des décharges. Il y a des coins qu'on utilise comme des décharges, mais tout le reste de la ville est propre à Oran. Vous racontez n'importe quoi. À Alger, toute la ville d'Alger est propre. Il y a des coins, effectivement, un peu populaires où ils ne font pas d'efforts, mais ça va s'arranger parce qu'ils sont en train de se mettre en place. Et pour vous informer, parce que vous n'êtes pas au courant, c'est tellement formidable l'Algérie qu'ils ont déjà commencé à faire la collecte des bouteilles en mettant des grandes bouteilles, des grands récipients géants qu'ils mettent dans les lieux publics. C'est-à-dire qu'ils commencent à enseigner au peuple de faire cet effort de collecter des déchets pour les valoriser. Mais ça prend du temps. On est en Afrique. Allez voir dans les autres pays d'Afrique ce qui s'y passe. On donne des leçons à l'Algérie, mais nous, on a de l'avance. Et il y a un travail à faire. Je ne suis pas en train de dire tout est tout blanc, mais de là dire que tout est sale, il faut arrêter de se ficher de nous. Allez en Algérie, arrêtez de parler dans le vent. Gamel Abina, vous savez que Nazim Taleb ne peut pas rentrer en Algérie. Eh bien, qu'il envoie quelqu'un. Par sa volonté. C'est pas par sa volonté, c'est qu'on ne lui permet pas de rentrer en Algérie. J'entends bien. J'ai filmé ce qui n'allait pas et ce qui allait. Je fais un travail documentaire et je note effectivement qu'il y a à la fois une volonté d'État de vouloir restructurer tout ce qui concerne la collecte et ça se met en place, ça prend du temps, et il y a les mauvaises habitudes qui ont la vie dure. Les gens ont de mauvaises habitudes, il faut les éduquer. Et ça se fait de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, par capillarité, il y aura une contamination de la diaspora vis-à-vis des gens sur place qui vont prendre les bonnes habitudes. Mais tout ça, ça prend du temps. Hein. Vous savez, c'est un pays de 50, bientôt 60 millions d'habitants, si on prend les étrangers, les agents et l'étranger. C'est un pays qui prend du temps à se déplacer. C'est quand même la première puissance en termes de superficie africaine, première puissance en superficie arabe, troisième puissance économique, et surtout, et là je ne peux pas l'entendre, mais on commence à diversifier, on exploite les mines de fer, de phosphate, d'uranium, d'or, ça commence à venir, on produit en national, ce qui est pas mal, on commence à avoir une installation massive, et je vous donne un exemple très concret, puisque soi-disant ils ne viennent pas les Algériens étrangers. Il y a un groupe qui est connu en France, Géladal, qui s'est installé à Alger, pas forcément dans les beaux quartiers. Parce que le côté, à chaque fois on fait le coup des beaux quartiers, il ne faut pas me la faire à moi. Moi, mon quartier, c'est Bab el Oued, en hauteur au niveau du Concasseur. Vous connaissez Bab el Oued, la carrière Jaubert, c'est pas un beau quartier, ok? Gigel, je suis en plein milieu de la ville, au cœur de la ville, face à la fac. Donc, faut pas me la faire à l'envers le côté des quartiers, parce que c'est une façon de disqualifier. On ne me paye pas pour dire ça. Je fais un retour d'expérience réelle. J'ai connu l'Algérie des années 80 qui était catastrophique. Je connais l'Algérie d'aujourd'hui. Il y a un saut qualitatif indéniable, et nous espérons tous, parce qu'on y croire, que le pays va décoller verticalement et on accompagnera cette réussite. Et j'invite tous les Algériens à faire ce travail parce que je sais que votre chaîne est écoutée. J'invite chaque Algérien à être responsable et à investir dans son pays, c'est tout. Et l'investissement privé est important. Il faut arrêter de parler que de l'État. Très bien, restez avec nous, Gamel. Nazim Taleb, d'abord, avant de vous donner la parole, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit, on va écouter d'abord les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, concernant
la Constitution, mais aussi le cas de Hassan Bourras, puisqu'on parle aussi de recul, des questions de liberté, mais aussi des droits de l'homme. On écoute le chef de l'État. يقولوا واش حبوا يقولوا اليوم اللسان سهل. اعتقد ان الدستور نتاعنا اللي هما كانوا ضده مره كمان ما فيش دستور اللي كرس الحريات الفرديه والجماعيه مثل الدستور تاعنا. يكفيك اليوم باش دير حزب ديرو بالتصريح، باش دير جريده ديرها بالتصريح فقط، باش دير مسيره روح صرح ودير مسيرتك الى اخره الى اخره الى اخره. سجناء الراي دوك الانسان اللي يستغل الشبكه العنكبوتيه وسائل التواصل الاجتماعي ونهار كامل هو يسب ويجرح ويمس في شرف الناس ويمس في كذا، لما يفوت والقانون يعاقب على هالشيء يقول لك سجن الراي. وش من راي هذا؟ الراي اللي يسب عنده راي، اللي عنده راي هو انت تقول توري طريقه نتاع عمل. Voilà, donc vous avez entendu Abdelmajid Tebboune. Nazim Taleb, le cas bien sûr de Hassan Bourras a été soulevé ces derniers jours, et surtout par cette décision de la justice, Hassan Bourras devant la justice criminelle. L'inquiétude continue de grandir autour d'un dossier opaque. La chambre d'accusation de la Cour d'Al-Bayad a décidé de renvoyer le dossier du journaliste et des défenseurs des droits humains Hassan Bourras devant le tribunal criminel de première instance, une nouvelle étape judiciaire lourde de conséquences alors que la date du procès n'a pas encore été fixée. Rappelons que Hassan Bourras a été donc placé en détention arbitraire en avril dernier. Il était en grève de la faim, c'est ce que je voulais dire, et que sa famille, pendant presque 6 semaines, sa famille donc l'a persuadé à arrêter sa grève de la faim. Lui qui avait fait une lettre qu'il était prêt, je sens que mon passage dans ce monde pourrait prendre fin entre les murs de cette cellule lugubre, donc a écrit. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Bien sûr, par rapport à ce qui a été dit par notre ami Gamal Abina, qui est une partie aussi des Algériens qui ont cette vision des choses de l'Algérie, mais aussi une autre réalité. Bon, je répondrai rapidement parce que M. Abina, apparemment, il a l'air de un peu s'énerver. Et il croit que c'est une discussion personnelle, pas du tout. Moi, je ne personnalise pas les choses. Je dis tout simplement que les gens qui défendent ce régime de mauvaise foi ou bonne foi, ben, on voit bien que l'Algérie aujourd'hui, elle est dans l'état dans lequel elle est. On ne dit pas que tout est noir, mais tout est loin d'être blanc. Donc, quand M. Abina dit les villes sont sales, ben, c'est simple. Alors, peut-être vous me dites que moi, je ne rentre pas en Algérie. Je rentre pas en Algérie, mais vous savez, c'est pas parce que je rentre pas en Algérie que j'ai pas de la famille, des amis. Je sais pas, peut-être est-ce que vous êtes né en France, peut-être je sais pas où est-ce que vous êtes né, mais en tout cas, moi, je suis en Algérie. Pardon? Quel rapport? Je vois pas le rapport. Je suis né sur la Lune. Quel rapport? Je suis né sur la Lune. Et alors, ça change quelque chose? Ah, alors quand moi je rentre pas en Algérie, quel rapport? J'y vais. Et quand je vous dis où est-ce que vous êtes né, vous me dites quel rapport? Donc en fait, c'est quand vous voulez. Ça vous, en fait, bon, en tout cas, je vous ai pas interrompu. Peu importe où est-ce que vous êtes né, mais apparemment vous êtes né à l'étranger, vous n'êtes pas né en Algérie. Moi, je suis né en Algérie, j'ai vécu 19. Voilà, moi j'ai vécu 19. Il n'y a pas de honte à être né en France, Monsieur Abina. C'est bien pas de honte. Et c'est pas la peine de vous énerver. Pourquoi vous vous énervez? On est en train de discuter. Non, vous êtes. Je vous sens très tendu. Très tendu. Il faut pas. Non. Il faut pas avoir honte de vivre, d'être né en France. Moi, je suis né en Algérie. J'ai vécu. Je sais pas. Vous me dites, je suis né à la Lune. Il fallait juste répondre à la question. Bon, bref, je vous ai pas interrompu, Monsieur Abina. Donc, soyons respectueux l'un vis-à-vis de l'autre et baissez un petit peu de tension. Vous êtes tendu. Il faut vraiment tendu. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Gamal, donc, pour résumer, soyons sérieux. Aujourd'hui,
La réalité, elle est ce qu'elle est. Monsieur Habina peut dire ce qu'il veut, moi je peux dire ce que je veux à la télé. Les gens le constatent par eux-mêmes. Donc, à la limite, c'est même pas, les gens n'ont même pas besoin de nous regarder pour se faire une idée de l'état de nos villes, de notre architecture, de l'état de nos routes, l'état de la pénurie des pneus. Regardez juste les pneus. Et alors, on se compare aux États-Unis quand on veut et on ne se compare pas aux États-Unis quand on veut. Alors, on se compare aux États-Unis en termes de criminalité, mais tout est politique, monsieur Albina. Tout est politique. Et encore une fois, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, tout est politique. Tout est politique. Donc, la criminalité, elle est politique parce que les États-Unis, depuis des années, ils n'ont pas combattu la détention d'armes. Et aujourd'hui, on a une utilisation massive des armes aux États-Unis. Donc, vous avez d'autres pays qui sont beaucoup plus sûrs. Je ne sais pas, moi, je prends les pays du Nord, la Finlande, la Suède, le truc. On n'entend pas des gens attaquer des gens au sabre, quand même. Ou même à Singapour, ou même dans certains pays asiatiques. Donc, il faut quand même relativiser quand on compare. Premièrement, et secondo, c'est très important le point de Hassan Bourras que je connais personnellement. C'est quoi son crime, Hassan Bourras? C'était quoi son crime, Nasser, le professeur en économie ou je me rappelle plus, qui a été mis en prison juste parce qu'il a dit Rajbilet, bon, il y a des coûts, peut-être qu'il va pas être rentable. Il a juste émis une critique légitime. Il est en prison, ce monsieur. Donc, M. Habina peut trouver bon enfant, un chic type, etc. Mais M. Tebboune, il met des centaines en prison, juste pour avoir émis une critique, sans qu'ils aient insulté, sans qu'ils aient... y compris des chefs de parti. Karim Tabou, à ce jour, il dit oui, c'est pas vrai, Karim Tabou, à ce jour, il ne peut même pas constituer un parti. Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas constituer un parti. Ce n'est pas sur simple déclaration, parce qu'il y a la Constitution, après il y a les lois. Et les lois sont là pour restreindre le champ du possible. C'est comme dire l'Algérie, vous avez le droit à l'expression. Mais il suffit de publier une vidéo sur l'état d'un hôpital ou un journaliste qui émet une critique pour se retrouver en prison comme Hassan Bourras. Et c'est ça la réalité des choses. Donc on ne peut pas labrer des heures sur l'état de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérien voit qu'il ne peut même pas exprimer la plus simple des critiques dans son pays, tout simplement. Merci beaucoup, Nazim Tal. Barakallahu fik. Désolé, on est arrivé donc à la fin de l'émission. Merci pour cet échange et pour vos avis aussi de la situation en Algérie. Merci à Gamal Habina d'avoir donc été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à Nazim Taleb, membre du mouvement à la Chette. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.